C'est très étonnant quand si on pose par exemple devant soi l'ensemble des livres de Foucault. Il y a une question et qu'on les regarde, c'est est-ce que c'est la même personne qui les a écrits? Ça paraît incroyable qu'en 20 ans, c'est que 20 ans sur la période sur laquelle Foucault a écrit, il y ait pu avoir des styles, des sujets, des thèses, des rhétoriques à ce point disséminées, éclatées, incohérentes. Et on se demande qu'est-ce qui fait l'unité de cette œuvre, si ce n'est que ce nom, dont on se demande à quoi il renvoie, puisqu'il y a pratiquement un vide dans ce qui serait le rapport entre tous ces livres. C'est un sentiment très frappant, ça, quand on lit plusieurs livres de Foucault, mais est-ce que c'est le même? Cette idée d'une pensée en permanence qui se contredit elle-même, qui se reprend elle-même et qui se constitue elle-même comme ce contre quoi on écrit le nouveau livre, c'est ce que Foucault appelle l'écriture. Il dit écrire, c'est se transformer, c'est se déprendre de soi-même, c'est se départir de soi-même. Et si je savais déjà où est-ce que j'allais, j'écrirais pas. Et donc, au fond, ce qui est important, c'est que Foucault prend comme point de départ de chacun de ses livres son précédent pour s'en défaire. On pourrait presque dire qu'il écrit en permanence contre lui-même, dans un dialogue avec lui-même, au sens où il part de là où il s'était arrêté pour devenir autre chose. Michel Foucault publie en 1961 une histoire de la folie à l'âge classique. Il propose une lecture originale de l'idée de déraison en Occident. Foucault analyse la rupture qui s'opère à la fin du Moyen-Âge, quand les fous sont exclus de la société pour être enfermés et soumis au pire traitement. Jusqu'alors, le fou était plutôt bien accepté par la communauté. On le considérait comme une figure de la raison, détenteur d'une part de vérité. Il y avait le fou du roi et sa vertu critique, ou l'idiot du village, fêté dans les charivaris. La folie hantait l'imaginaire occidental, de Bosch à Dürer, de Bruegel à Erasme. Au XVIIe siècle se produit un changement décisif. Sur ordre du roi, les fous sont emmenés de force avec les vagabonds, les criminels, les débauchés, les homosexuels, tous ceux qui dérangent l'ordre social. C'est ce que Foucault appelle le grand renfermement. L'âge classique disqualifie la folie. Les insensés sont mis au banc de la société et traités comme des bêtes sauvages. Je dirais que je fais l'histoire des problématisations, c'est-à-dire l'histoire de la manière dont les choses font problème. Comment et pourquoi, et sur quel mode particulier, la folie a-t-elle fait problème dans le monde moderne? Et pourquoi est-ce que c'est devenu un problème important? Au début du XIXe siècle, le regard sur la folie a de nouveau changé. Le fou est maintenant considéré comme un malade mental. On l'étudie, on cherche des traitements, on propose des soins. L'aliéné reste enfermé, mais sa condition matérielle s'améliore à l'intérieur de l'asile. Il devient un pensionnaire, puis un patient. Foucault montre comment l'idée de la folie se médicalise. Elle accompagne la naissance du discours psychiatrique. L'histoire de la folie, ça peut donner le sentiment d'être effectivement un livre soit sur l'histoire de la médecine, soit sur l'histoire des pratiques de l'internement et du traitement d'un certain nombre d'individus qualifiés comme fous. Mais au fond, on peut très bien également lire ce livre comme l'une des grandes réflexions sur le thème du pouvoir et du fonctionnement du pouvoir
dans les sociétés contemporaines, avec cette idée que Foucault développe, qui est que le fonctionnement essentiel du pouvoir, c'est de produire des frontières, c'est de diviser la société entre deux espaces, qui va être l'espace interne, l'espace de ce qui est social, de ce qui est digne, qui va être l'espace en fait de la raison, et un extérieur, c'est-à-dire en fait de couper la société pas tellement en deux, mais en fait de définir ce qui est le monde normal, et un extérieur qui va être l'ensemble des individus assignés à cette position. Et le pouvoir, c'est un opérateur d'exclusion entre l'interne et l'externe. Et donc c'est ce qui crée une part sombre, une part noire, une part obscure de la société. Et faire l'histoire de la folie, c'est faire l'histoire de tous ces processus d'exclusion du monde social, du monde normal et du monde intellectuel. La tâche essentielle de la pensée chez Foucault, ça a toujours été de débusquer les mécanismes de pouvoir là où ils étaient dissimulés. Et d'une certaine manière, entre l'histoire de la folie de 1962 et la volonté de savoir, il y a un basculement tout à fait considérable de la manière dont le pouvoir fonctionne. En 1976, paraît La volonté de savoir. Foucault explique son projet. Écrire une histoire de la sexualité qui ne serait pas ordonnée à l'idée d'un pouvoir répression, d'un pouvoir censure. Il se demande, est-ce que, dans nos sociétés occidentales, la sexualité est réduite au silence, à l'interdit? Est-ce que le pouvoir ne cherche pas plutôt à nous faire parler sans cesse de notre sexe? L'histoire des dessous raconte une intimité très bavarde. L'armature, qui sous-tend la robe, dissimule le corps. Mais en réalité, elle sert aussi à le mettre en valeur. Elle le modèle. Elle dessine une silhouette idéale de la féminité. Le corset métallique emprisonne le buste. Il écarte les regards. Il protège des indiscrétions. Pourtant, cette grille, pareille à une armure, raconte aussi la possibilité du désir. La tentation n'est jamais loin. Le corset de tissu comprime le corps, mais c'est pour souligner la taille, la poitrine, toute la sexualité qui parcourt la femme. Et finalement, le secret n'est jamais très bien gardé. Dissimuler est une manière d'exhiber. Chez l'homme aussi, c'est une confession, une manière d'avouer sa virilité. Et comme la combinaison de la femme, le slip fait un commentaire explicite de notre intimité. Foucault écrit « Nous sommes dans une société du sexe qui parle ». Tout nous invite à l'exprimer, à le mettre en scène. Le vêtement lui-même en fournit un vaste récit. C'est une incitation, presque une obligation, à dire et redire que le sexe nous constitue. Ce que fait la volonté de savoir de totalement inédit, c'est l'idée que la prise de parole est ce qui est exigé par le pouvoir, qu'il y a une injonction à l'énonciation. Alors que dans toute la théorie classique, la parole, c'est ce qui fait peur. Quand les gens parlent, quand les gens publient, quand les gens impriment, le pouvoir aurait très peur, d'où la censure, d'où des mécanismes d'interdiction d'un certain nombre de sujets. On a toujours thématisé la parole comme étant ce qui fait peur et faire taire comme étant ce que fait le souverain ou ce que fait le pouvoir. Dans la volonté de savoir, Foucault dit parler, c'est ce qu'on nous demande. C'est ça le pouvoir, c'est nous faire parler, nous demander de parler et de penser que c'est important de parler. Et ça, c'est une nouvelle conception des rapports entre pouvoir, discours et énonciation qui est tout à fait impressionnante. Chez Foucault, d'un livre à l'autre, la question du pouvoir peut aussi se comprendre à travers le problème du corps. Dans l'histoire de la folie, le corps est réprimé, empêché. Sa sexualité est entravée, vouée au silence. Tout débordement est proscrit.
Le corps est l'objet d'un interdit, et le pouvoir qui le tient est un pouvoir qui dit non. Dans La volonté de savoir, en revanche, Foucault dit que le corps est mis à l'honneur, amplifié, encouragé. La sexualité est commentée et fait l'objet d'un discours permanent. Le pouvoir est un pouvoir qui dit oui. Il suscite, il constitue chacun de nous. Le corps est toujours un lieu traversé de pouvoir. Ce que nous contestons, c'est fondamentalement que l'on nous mente systématiquement, que l'on nous mente aussi bien en cours de philosophie que sociologie. La prise de conscience par la jeunesse actuelle de ce qu'était le patrimoine culturel, de ses raisons politiques, de ses raisons économiques, cette prise de conscience, eh bien voilà ce qu'elle donne, voilà ce que c'est. C'est une émeute. Camion qui brûle, on nage dans les gaz. Mai 68, Foucault arrive à Paris à la fin des événements. Il revient de l'étranger où il enseignait la philosophie. Très vite, il prend la mesure des nouveaux enjeux politiques. L'université de Vincennes. Pour les uns, c'est le bastion rouge, le rendez-vous des nostalgiques de mai 60. 6 mois plus tard, Foucault est nommé directeur du département de philo à la nouvelle faculté de Vincennes. Sur le campus, les militants de la gauche prolétarienne imposent la pensée Mao Tse-tung. Dans les couloirs, on vend des frites et des merguez, mais interdiction de filmer. Pour nous, à Vincennes, le principal, c'est que les étudiants se lient avec les masses populaires et particulièrement avec les masses ouvrières et les masses paysannes. Par conséquent, nous considérons que Foucault soutient les étudiants et les enseignants engagés dans des actions radicales. Lui-même est plusieurs fois arrêté par la police qui envahit la faculté. Il n'approuve pas toujours le dogmatisme des militants, mais il reste solidaire du mouvement. C'était un personnage que j'admirais c'était une époque où justement toute intervention dans la rue ou toute intervention concernant la liberté, l'utopie, la prison, le bonheur, l'intolérable, pour moi c'était très important et donc c'était une grande figure. Qui était pour moi, je dis bien, plus importante presque que celle de Sartre. Avec Jean-Paul Sartre et une poignée de militants, Foucault multiplie les actions pour défendre la cause des immigrés, pour soutenir des travailleurs sans papier, pour protester contre des expulsions. C'est un moment d'accompagnement de quelque chose qui est ressenti. On ressent quelque chose dans l'opinion publique et on y va, mais pas de surplomb. On ne mène pas, et il n'a jamais voulu que sa parole soit de surplomb. Et en ce sens-là, je trouve que c'est vraiment un type d'intellectuel très particulier qui ne généralise pas sa pensée et qui va là où sa réflexion l'a mené. Je pense que la philosophie, parmi différentes fonctions qu'elle peut et qu'elle doit avoir, a aussi celle-là, de s'interroger sur ce que nous sommes dans notre présent et de notre actualité. En 1970, Foucault est élu au Collège de France. Sa chaire s'intitule « Histoire des systèmes de pensée ». Le Collège de France est un lieu prestigieux, une sorte de panthéon des intellectuels. Mais Foucault, s'il accède à ce temple du savoir, ne veut pas y rester enfermé. Toute l'extrême gauche se mobilise quand les travailleurs étrangers sont victimes de crimes racistes ou de bavures policières. Foucault accompagne le mouvement de protestation avec d'autres figures comme Sartre ou Jean Genet. L'idée la plus déroutante et la plus difficile à admettre, c'est qu'il n'y a aucune lutte plus importante qu'une autre. Qu'il ne faut jamais croire
qu'il y aurait une temporalité politique qu'on pourrait hiérarchiser en disant il faut régler ce problème avant celui-là, ou en disant ça c'est seulement un individu, c'est pas s'occuper de la majorité. L'idée de Foucault, c'est que toutes les luttes sont aussi centrales, parce que chacun de nous est le centre de sa vie, parce que la vie sociale est dispersée, et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la politique, toutes les luttes se valent, et il faut mener le combat en permanence et être vigilant en permanence. Pour lui, tout cas mineur, tout moment discursif, toute stratégie, tout discours de l'un ou de l'autre, toute parole anonyme, est déjà pour lui significative. Donc, en ce sens-là, oui, c'est quelqu'un qui travaille sur des champs très, en tout cas, pour ce que je sais, sur des champs extrêmement précis. Et il va falloir qu'il bataille pour faire admettre que ces champs précis ont une influence très très grande sur d'autres champs. Mais la réduction sur un champ, elle est pour lui comme un laboratoire. C'est un laboratoire sur lequel se fait sa pensée. En un an, 13 mutineries se sont succédées dans les prisons françaises. Après Aix-en-Provence, ce fut principalement Lyon, Clairvaux, Les Baumettes, Toul, Nîmes, Amiens, Rouen, Fleury-Mérogis. Au cours de l'année 1971, des grèves de la faim et des révoltes éclatent dans les prisons françaises. Foucault est lui-même engagé sur ce terrain. Il a fondé, avec d'autres intellectuels, le groupe d'information sur les prisons GIP. Le GIP veut dénoncer le régime pénitentiaire à partir de la parole des détenus. Il constitue des groupes d'enquête. Dans plusieurs villes, des questionnaires sont distribués aux prisonniers et à leurs familles. Les témoignages recueillis révèlent les cellules surchargées, l'enfermement au quotidien, la violence, l'arbitraire du système carcéral. Foucault souhaite alerter l'opinion publique. En décembre 1971, une mutinerie a lieu à la prison de Toul. Foucault va sur place et tient une conférence de presse pour dénoncer les conditions des prisonniers. Il ne peut pas parler dans la rue comme il écrit dans ses livres. Donc là, il anticipe une forme d'acte intellectuel qui est un acte de proximité avec une population qu'il n'a sûrement pas l'habitude de côtoyer tous les jours. Donc être militant, c'est quand même ça aussi. C'est partir, j'allais dire, au charbon. Hein. Ça veut dire, et c'est désirer accompagner aussi la pensée des autres, parce que je pense qu'il y a une interaction et que c'est une interaction qu'il a toujours voulu. Déclenchée vers 8h du matin, la mutinerie a duré jusqu'au milieu de l'après-midi. En janvier 1972, c'est la prison de Nancy qui entre en rébellion. 50 prisonniers ont gagné les toits pour bombarder à coups de tuiles les forces de l'ordre chargées de mater la révolte. Ce mai 68 des prisonniers a fait 4 blessés légers dans les deux camps. Le 17 janvier 1972, Foucault manifeste devant le ministère de la Justice. Il est venu avec les philosophes Gilles Deleuze et Jean-Paul Sartre et un groupe de militants du GIP. Ils organisent une conférence de presse dans les locaux de l'agence APL qui donnera bientôt naissance au quotidien Libération. La question dont je parle, c'est qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que cet instant qui est le nôtre. Donc, si vous voulez, c'est une histoire qui part bien de cette actualité. Deuxième chose, c'est que, en essayant de poser des problèmes concrets, je pars forcément, et ce qui me paraît intéressant, c'est de choisir comme domaine des points qui sont particulièrement fragiles ou sensibles dans l'actualité. C'est-à-dire que je ne concevrai guère une histoire, si vous voulez, qui soit proprement spéculative et dont le champ ne soit pas déterminé par quelque chose qui se passe actuellement.
Tandis que l'agitation étudiante tient la chronique du quartier latin, Foucault a commencé ses cours au Collège de France sur les théories et institutions pénales et sur la société punitive. Le collège lui-même. Champollion, membre du collège. Il cherche. Le public vient nombreux. Foucault est un intellectuel très en vue, qui cohabite avec des sommités comme Jules Villemin ou Claude Lévi-Strauss. Dans son séminaire, Foucault mène une réflexion sur le contrôle et la soumission des corps dans les prisons, dans les écoles, dans les ateliers. Ce travail sur le micro-pouvoir servira de matériau à son livre « Surveiller et punir ». En même temps, parfois dans la même journée, Foucault quitte sa chaire pour aller manifester dans la rue. Oui, quelques brèves manifestations sporadiques de petits groupes d'extrême gauche ont eu lieu hier. Vente de la cause du peuple, défilés, banderoles, slogans et quelques attaques de petits commandos. Avec son compagnon Daniel Defer, Foucault est proche des maoïstes réunis autour du journal La Cause du Peuple, dont le directeur est maintenant Jean-Paul Sartre. À leur côté, Foucault participe à des actions militantes. Il y a une articulation très forte dans la démarche de Foucault entre ses engagements très locaux parfois et ses élaborations les plus conceptuelles. Penser, c'est essentiel pour une pratique de l'émancipation, et Foucault refusait l'anti-intellectualisme de la lutte pour la lutte. Il faut penser, et penser c'est important, mais qu'en même temps le risque de la pensée, c'est de s'enfermer sur elle-même, c'est de devenir un jeu pour elle-même, une esthétique vide, et de se complaire dans ses concepts, d'où l'importance de revenir régulièrement sur le terrain. Contre les saisies arbitraires. Avec les Mao, Foucault participe aux réunions des comités Vérité-Justice qui dénoncent les crimes quotidiens commis par le capitalisme. C'est le cas en novembre 1970 avec l'incendie du 5-7, un dancing où 150 jeunes gens périssent à cause du verrouillage des issues de secours. Ou un acte criminel, je pense que ce n'est pas possible. La seule hypothèse donc... Foucault prend la parole dans un meeting organisé par les Mao. Il dénonce l'exploitation des jeunes travailleurs jusque dans leurs loisirs. Il accuse. L'administration laisse construire, ouvrir et brûler le 5-7. Elle laisse faire partout et chaque fois que quelqu'un veut faire du profit. La colère de ceux qui veulent savoir pourquoi. À Bruay, en Artois... C'est encore le cas à Bruay-en-Artois, dans une affaire qui va défrayer la chronique durant toute l'année 1972. Un notable est accusé, sans aucune preuve, d'avoir étranglé une adolescente de la cité. Les Mao, soutenus par la population, dénoncent un assassinat de classe. Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça, écrit La Cause du Peuple. Un témoin affirme qu'il a vu la voiture de Maître Leroy près du terrain vague le jour du crime. Par ailleurs, on a Foucault se rend sur les lieux. Il est très intéressé par cette politisation autour d'un fait divers. De la foule fusaient des cris de haine envers celui... Mais il va prendre ses distances quand les Mao réclament un tribunal du peuple. Il s'oppose à une telle idée de la justice. Pour lui, un tribunal reproduit toujours la domination institutionnelle. L'une des grandes questions de Foucault, ça a été qu'est-ce que c'est que l'actualité dans laquelle on vit. Donc cette pensée très concrète de la philosophie qui aurait presque un rapport au journalisme, de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est. En ayant cette idée-là, effectivement, il a baigné, il prenait ces sujets dans les luttes qui l'entouraient, dans les luttes politiques, dans les luttes intellectuelles qui étaient en jeu à un moment donné. Mais justement, la tâche de l'intellectuel, selon lui, c'était en aucun cas d'être le porte-parole du présent. C'était pas du tout de se faire théoriquement la caisse de résonance d'une politique qui lui préexistait, mais c'était de constituer de nouveaux objets politiques. C'est son regard, je crois, qui sait immédiatement, simultanément, mélanger l'abstraction la plus grande à l'univers de l'être singulier qu'il rencontre ou qu'il approche ou qu'il entend. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui le définit très particulièrement.
Dans Les mots et les choses, publié en 1965, Foucault se demande comment se constitue le savoir d'une époque. Il prend pour exemple ce qui touche à la nature. Dans le domaine des sciences naturelles, pendant longtemps, on a cherché à ordonner, confronter, mettre en regard les unes avec les autres les variétés de plantes, d'animaux, d'organismes naturels. Durant tout l'âge classique, qui va de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, le savoir consistait d'abord à classer et reconnaître. Classer entre eux tous les objets visibles, reconnaître leurs similitudes et leurs différences. Le savoir se fondait sur l'identité et l'altérité. Plus tard, au tournant du XIXe siècle, est venue l'idée d'une évolution des espèces, d'une mutation d'un même organisme à l'autre. Le facteur temps est entré en jeu dans l'organisation de la connaissance. Les sciences naturelles de l'âge classique ont laissé place à la biologie. Pour Foucault, le savoir de chaque époque s'appuie sur un socle invisible. Il existe un ensemble de règles qui organisent les théories, les opinions, les pratiques. Ce sont des structures sous-jacentes à la pensée, qui la rendent possible. Les hommes eux-mêmes n'en ont pas conscience. Toute la tradition liée au marxisme a attaqué les mots et les choses comme niant le rôle de l'homme dans l'histoire et comme si nous avions simplement des structures a priori qui se succèdent sans qu'on sache très bien comment elles se succèdent ni comment elles apparaissent. Foucault répondait à ça, ce qu'on m'oppose, c'est une histoire mythologique que les historiens aujourd'hui ne pratiquent plus. Toute cette idée que Foucault pose dans Les mots et les choses, c'est bien qu'il faut faire une histoire des formes qui se mettent à exister de manière totalement indépendante de quelqu'un qui l'aurait voulu ou de choses qu'il aurait voulu, et qu'il y a des formes structurées qu'on peut analyser et qui échappent totalement à toute décision, à tout centre, à toute instance qui le déciderait. Et ça, je pense, c'est une idée quand même très importante. Je crois que, paradoxalement, le développement des sciences humaines nous conduit maintenant beaucoup plutôt à une disparition de l'homme qu'à une apothéose de l'homme. En effet, qu'est-ce qui se passe actuellement avec les sciences humaines? Eh bien, les sciences humaines ne découvrent pas du tout le noyau concret, individuel, positif, en quelque sorte, de l'existence humaine. Tout au contraire, ce qu'on voit lorsque l'on étudie, eh bien, par exemple, les comportements, structures de la famille, par exemple, c'est ce qu'a fait Lévi-Strauss. Ou lorsqu'on étudie les grands mythes indo-européens, comme l'a fait Dumézil. Ou encore, lorsqu'on étudie, eh bien, précisément, l'histoire même de notre savoir, on s'aperçoit que ce qu'on découvre, ce n'est pas l'homme dans sa vérité, l'homme dans ce qu'il peut avoir de positif. Et ce qu'on découvre, c'est des sortes de grands systèmes de pensée, de grandes organisations formelles, qui sont en quelque sorte comme le sol sur lequel les individualités historiques apparaissent. C'est un livre qui a été violemment attaqué, qui a été considéré comme un livre d'un philosophe de droite, qui niait l'action humaine, Sartre dira la praxis transformatrice, qui précisément est ce qui permettrait d'expliquer les transformations historiques. On peut dire que son livre est une grande polémique intellectuelle et philosophique contre toute une tradition, la phénoménologie, l'existentialisme, l'humanisme. Donc on peut dire que c'est un livre qui est écrit contre Sartre, contre Merleau-Ponty et contre les grands noms qui dominaient la vie intellectuelle, culturelle et théorique de l'époque. Quelle idée de l'homme avez-vous? Je crois que l'homme
a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture. Vous voulez dire que c'est une invention? C'est une invention que l'homme. Ce n'est pas l'homme, la notion d'homme, la catégorie d'homme qui est au centre du savoir et de la réflexion, mais ce sont les systèmes, les structures. Donc Foucault est un penseur structuraliste, donc anti-humaniste en ce sens-là. Oui. Dans Les mots et les choses, Foucault semble se désintéresser de l'homme et privilégier les structures. 20 ans plus tard, en reprenant son histoire de la sexualité, il remet au premier plan la question de l'homme. Dans l'usage des plaisirs et dans le souci de soi, paru en 1984, Foucault étudie l'homme durant l'Antiquité. Il s'intéresse au monde grec et latin. Il observe comment la sexualité se définit par des usages et des règles de conduite. L'Antiquité ne prescrit pas une morale stricte qui fixerait le possible et l'interdit, mais la tolérance n'est pas si grande qu'on le dit parfois. Pour être vertueux, l'homme doit faire des choix, conformes à son statut social et à sa position dans la maison et dans la cité. Il module son comportement selon ses différents partenaires sexuels, épouse ou garçon, esclave ou homme libre, jeune ou adulte. Foucault ne revient pas à l'humanisme, ni à la tradition classique de la nature humaine. Il montre comment l'homme de l'Antiquité se construit en tant que sujet. Il est en quête de plaisir et cherche tout ce qui pourrait l'accomplir dans son corps. Il s'intéresse à la gymnastique, à la diététique, à la médecine. Il fait des exercices et pratique une forme d'ascèse. L'homme de l'Antiquité a le souci de soi. Et les derniers livres ne sortent qu'en juin 1984. Il a mis 8 ans à faire ces 2 volumes suivants de l'histoire de la sexualité. Et il y a tout un remaniement de sa démarche, une réélaboration de sa pensée, de sa réflexion. On peut dire que ce n'est plus le même Foucault. Il essaie plutôt d'insister sur comment chacun de nous, individuellement ou collectivement, peut s'inventer soi-même en travaillant par les arts de soi, comme il dit, qu'il va chercher dans l'Antiquité grecque notamment, et romaine. Foucault a essayé de penser, de se débarrasser du terme désir, et donc de la science du désir, qui était la psychanalyse, pour lui opposer ce qu'on pourrait appeler une économie des plaisirs, le corps et ses plaisirs, une sorte d'économie de surface corporelle, si on peut dire. Donc il y a ici une idée qu'il n'y a pas de vérité à trouver en nous-mêmes, mais simplement des plaisirs à pratiquer. Ce qui intéresse Foucault dans son voyage vers la Grèce de l'Antiquité, c'est nous aujourd'hui. Il essaie de penser les pratiques de subjectivation pour nous aujourd'hui. Et on peut dire qu'il met au contact de ce qu'il voit, notamment aux États-Unis, les mouvements contre-culturels, les communautés gays qui l'intéressent tant quand il va enseigner à New York et à San Francisco. Il met ça au contact de ce qu'il trouve dans la Grèce antique, à savoir des pratiques de ce qu'il appelle des arts de soi, des techniques de soi, qui sont comment se gouverner soi-même, comment arriver à faire de sa vie, comme il le dit dans une interview tardive, une œuvre d'art. Et donc il y a peut-être ici une sorte d'accomplissement de sa pensée, où on sort de l'affrontement avec le pouvoir pour essayer de penser comment, si le pouvoir est si puissant, est partout, etc., et comme il le dit, le pouvoir est partout, mais partout où il y a pouvoir, il y a résistance. Comment cette résistance peut se jouer dans les pratiques quotidiennes, dans l'invention de soi-même,
dans le gouvernement de soi. L'immense détour par la Grèce est, je crois, une manière pour lui de défaire tout le dispositif psychanalytique et d'inventer une nouvelle idée du sujet, d'une subjectivité qui est profondément et de part en part non naturelle mais historique. Et puisqu'elle est historique, on peut la transformer par l'activité politique, pratique et le travail de soi sur soi, notamment, l'exemple qu'il donne dans les interviews, c'est toujours quasiment le même d'ailleurs, les communautés gays américaines qu'il rencontre à la fin des années 70 à New York et à San Francisco, et qui, je crois, sont quelque chose de très très important pour lui, parce qu'il voit qu'on peut inventer des choses nouvelles, différentes, dans des pratiques de soi qui ne sont pas liées à une vérité naturelle, transhistorique, etc., mais qui sont une création de soi-même, création de communauté, donc création d'individus et de groupes à partir de collectifs qui s'organisent eux-mêmes. Mais je crois que pour lui, en Californie, certainement sa vie personnelle allait nourrir sa vie intellectuelle. Parce que je crois que ce qu'il a découvert en Californie, et à certains moments, je le trouvais même un peu naïf, mais d'une manière merveilleuse, enfin, de sorte d'ouverture très, très généreuse à ce qui se passait là-bas. Ce qui, pour lui, était très, très différent du genre de mode de vie qu'il connaissait ici, apparemment. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il trouvait, quand il dit souvent, enfin une expression que j'utilise souvent dans mes propres écrits, qu'il faudrait inventer de nouveaux modes relationnels. Alors pour lui, en partie, c'était la Californie qui lui révélait ça. Mais ça nourrissait aussi sa production philosophique et historique. Dans la seconde moitié des années 70, et jusqu'à sa mort en 1984, Michel Foucault fait de nombreux séjours aux États-Unis, d'abord sur la côte Est, puis en Californie, à Berkeley. À quelques encablures de San Francisco, juché sur une colline, voici Berkeley et son université, le plus célèbre campus de Californie avec ses 27 000 étudiants. Berkeley est une université brillante. Foucault est l'invité du professeur Léo Bersani, qui dirige le département de littérature française et fait venir des intellectuels prestigieux. Il est aussitôt séduit par le campus américain, l'importance des bibliothèques et la relation très conviviale avec les étudiants. La première conférence publique qu'il a faite à Berkeley, il n'y avait que 50 personnes dans le public, donc ça montrait. Et pour la deuxième, j'avais l'impression qu'il y en avait 2000. Donc en 5 ans, ça avait pris. Cela se passe à San Francisco, tête chercheuse de la société californienne, ville pilote de la révolution culturelle américaine. Pour nous, Européens, c'est à la limite de la provocation. À San Francisco, le quartier Castro donne l'exemple d'un mode de vie totalement inédit. La tolérance envers les communautés sexuelles en fait un lieu réputé pour toutes sortes d'expérimentations. Foucault participe avec enthousiasme à cette nouvelle forme d'existence. Je crois que c'est à travers la vie sexuelle du monde gay qu'il a découvert des modes de vie intéressants pour lui. Mais en même temps, je crois que c'était pas vraiment la vie sexuelle qui l'intéressait. Par exemple, quand il parlait des pratiques SM à San Francisco, c'était un mode de vie qui n'était pas nécessairement sexuel que ça ouvrait pour lui. Mais c'était une certaine manière de se mettre en rapport avec les autres et qui dépassait de loin les pratiques sexuelles. Le nouveau mode de vie recherché par Foucault concerne aussi les drogues hallucinogènes, en particulier le LSD, dont il fait la découverte avec ses amis californiens. Il va poursuivre régulièrement cette expérience à Paris,
en compagnie de jeunes écrivains comme Hervé Guibert ou Mathieu Lindon, qui font partie de ses amis proches. Paris, c'est aussi le Collège de France, où il continue son séminaire annuel. Foucault est un auteur reconnu, qui publie chez Gallimard et possède une grande aura dans le monde intellectuel. Ceux qui ont écouté ses cours, c'est vraiment un public très très particulier. C'est l'écoute de quelqu'un qui, c'est sûr, est professeur au Collège de France, mais qui est pour eux non pas hors institution, qui est dans l'institution, mais qui est hors norme et qui leur enseigne quelque chose qui dépasse tout ce qu'ils ont entendu et qui va fructifier. Je ne sais pas, c'était comme une donnée, mais qui lui donnait beaucoup de liberté en même temps. C'est-à-dire, il était professeur au Collège de France, c'était une identité extrêmement forte en France, intellectuellement. Mais en même temps, le fait d'être professeur au Collège de France le rendait très célèbre partout dans le monde. Et donc, il recevait des invitations partout où il pouvait être cet être qui était tout à fait différent de ce qu'on identifie comme professeur au Collège de France. C'est très utile d'être un professeur très connu parce qu'on peut jouer sur ça pour... Enfin, je ne dis pas qu'on subvertit toute l'institution, mais l'institution devient le point de départ pour quelque chose qui est fondamentalement anti-institutionnel. À Paris, comme à San Francisco, Foucault tire parti de sa place centrale dans l'institution. Il vit comme il l'entend, il mène plusieurs existences, il se transforme facilement. Dans sa pensée aussi, Foucault déjoue toutes les attentes et les stéréotypes. Et pourtant, il est un pur produit du système universitaire français. Il a été formé à l'excellence. Après sa scolarité en province, il est monté à Paris pour faire une classe préparatoire à Henri IV, le meilleur lycée parisien. La Cagne le mène rue d'Ulm, à Normal Sup, où il passe 4 années studieuses. Ensuite, il réussit l'agrégation de philosophie, il entreprend une thèse de psychologie et commence à donner des cours. Quelques années plus tard, le Collège de France va consacrer ce parcours exemplaire. Quand on regarde la trajectoire de Foucault, il est frappant de voir qu'il a tous les titres les plus légitimes. Et qu'en même temps, il a une pratique extrêmement innovante et des objets de recherche totalement illégitimes avant lui. D'un côté, il a fait l'école normale supérieure, il est agrégé de philosophie, il a fait une thèse à la Sorbonne. Donc il a un parcours qui donne toutes les apparences de la légitimité académique, de la centralité académique. Et dans le même temps, il va faire des livres d'histoire. Pour un philosophe, déjà, c'est tout à fait nouveau. Et pas d'histoire de n'importe quoi, mais d'histoire des fous, puis l'histoire de prisonniers, puis l'histoire de la sexualité. Donc avec des objets indignes qu'il importe dans le champ le plus légitime. Et il y a une contradiction comme ça qui est très belle dans son œuvre, qui dénote une capacité de résistance très forte à la domestication institutionnelle. Précisément, ce que Foucault a réussi à faire, c'est d'utiliser le capital institutionnel et le capital symbolique pour transformer la définition de la philosophie et la définition de l'activité de pensée. Il a utilisé les institutions pour redéfinir le champ du pensable pour tout le monde, plutôt qu'il s'est laissé domestiquer par elles. Et ça, c'est l'une de ses grands apports à la pensée contemporaine. Quel a été au fond votre itinéraire? Qu'est-ce qui a été le fil conducteur de votre réflexion? S'il est possible de répondre à une telle question. Oui, c'est une question difficile que vous me posez. Bon, parce que le fil conducteur, on ne peut guère le dégager qu'une fois qu'on a été conduit au terme dernier, c'est-à-dire au moment où on va cesser d'écrire. Et puis, vous savez, je ne me considère absolument pas ni comme un écrivain, ni comme un prophète. Je travaille, c'est vrai, en grande partie, souvent, au gré de circonstances, de sollicitations extérieures, de conjonctures diverses. Et je n'ai pas du tout l'intention de faire la loi. Et il me semble que s'il y a dans ce que je fais une certaine cohérence, elle est peut-être plus liée à une situation qui nous appartient à tous les uns et aux autres, dans laquelle nous sommes tous pris, plus qu'à une
si vous voulez, une intuition fondamentale ou à une pensée systématique. Les écrits de Foucault portent sur les sujets les plus divers, sur la folie, sur les fondements du savoir, sur la pénalité, le biopouvoir. Ils concernent la philosophie, l'histoire, le droit, la littérature. Une telle diversité aboutit à une mise en scène inachevée, avec des fragments, des perspectives contraires, des reprises et des reniements. C'est une mise en scène qui n'est pas la mise en scène de son bon vouloir ou de sa fantaisie personnelle. Il est, de ce point de vue, peut-être, je ne sais pas ce qu'il aurait dit de ça, parce que ce n'est pas une référence habituelle chez lui, mais il me semble qu'il est en cela l'héritier du Baudelaire de ce que Baudelaire dit sur l'imagination, à savoir créer des relations entre des choses qui apparemment n'en ont pas, créer des correspondances, des analogies. Et de cette façon, l'imagination crée un savoir des choses inaperçues. Donc Foucault, peut-être avec l'inconscient, il avait son problème, voilà. Mais c'est bien de ça pour moi qu'il s'agit. C'est quand on fait ces espèces de montages, en traversant les frontières, de mettre des choses ensemble qui ne devaient pas être fatalement ensemble, on crée un savoir non standard. On crée des rapports, des relations. On les crée par montage, et de deux choses l'une, ou ce montage est raté, c'est-à-dire que c'est gratuit et ça ressemble à rien, ou on découvre ça c'est le meilleur des cas, et Foucault l'a fait souvent, où on découvre une analogie féconde, quelque chose qui révèle un impensé. Le montage proposé par Foucault ouvre des analogies, des pistes inédites, et même parfois des malentendus très fructueux. Foucault s'amusait que l'histoire de la folie à l'âge classique ait pu être lue comme un éloge de l'antipsychiatrie moderne. Il acceptait qu'on interprète Surveiller et punir comme une critique de la société d'aujourd'hui, alors que son ouvrage parlait des siècles passés. Les livres de Foucault s'affranchissent de leur époque et nous transportent d'un monde à l'autre. Ce qui m'étonne le plus, c'est comment il est arrivé jusqu'au Collège de France. Je dis ça peut-être en relation avec un état peut-être actuel, peut-être plus figé des disciplines aujourd'hui qu'à l'époque où Foucault y est entré. Mais là où il est remarquable, et là où sa leçon, elle est pour tout le monde et pour très longtemps, c'est qu'il faut savoir traverser les frontières. La gestion territoriale, là il est proche de Deleuze évidemment, hein, le Deleuze-Guattari des sciences royales, sciences nomades. Foucault est totalement un nomade. Ça, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il a réussi à occuper une chaire. Bon, d'accord, très bien. Mais cette chaire était quelque chose qui était fait pour traverser les frontières des champs, les champs territoriaux du savoir. Ça me semble vraiment fondamental parce que constamment les savoirs tendent à se reclore sur eux-mêmes. Chaque petit savoir essaye de devenir royal, science royale, à l'intérieur même s'il est petit, il essaye de devenir autonome avec ses frontières. À l'intérieur de ça, il y aura un roi et il y aura une expertise, etc. Là, on peut très bien dire à Foucault, mais enfin, vous n'étiez pas expert en antiquité tardive et en théologie, voilà, etc. Le fait de transgresser constamment, de
de traverser les frontières, c'est la chose qu'il faut absolument retenir. C'est fondamental. Je dirais d'ailleurs que une des caractéristiques de ce qu'on appelle une image, c'est qu'elle peut traverser les frontières. Une image traverse les frontières. Exemple, un timbre-poste, par exemple. Un timbre-poste, c'est fait pour traverser les frontières. Voilà. Les images, les idées, la construction des savoirs, si elles se territorialisent, on est mal barré. Il faut se déterritorialiser. Foucault n'a jamais cessé de faire ça. D'un certain moment qu'on peut situer entre la fin du XVIe siècle et le début du XIXe, il s'est passé un phénomène important tout de même, c'est que l'homme a cessé d'être immédiatement dominé par les grandes menaces de la mort, c'est-à-dire par les menaces des épidémies, des famines. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment, justement, on arrive au savoir. Arriver au savoir, vous savez, on est dedans. On est dedans. Moi, je dirais que finalement, vous savez, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire né dans la petite bourgeoisie. Au-dessus de cette trame des nécessités que nous essayons maintenant de parcourir, on verra surgir de grands systèmes, de grandes options politiques, de grandes options morales. Plus froides, non ? Plus froides sans doute, et je dois dire que même si on n'en voit pas surgir, car après tout on ne peut pas préjuger l'avenir, si on n'en voit pas surgir, ce n'est pas très grave.